Bonjour à toutes et tous. Donc, on va commencer sur ce débat sur la question de la retraite à 60 ans et de retraite et de pension de retraite digne pour toutes et tous. Peut-être la première chose avant d'entrer sur le côté peut-être technique ou propositionnel des questions liées aux retraites, même si je néglige pas évidemment ces questions techniques. Et d'ailleurs, Clémentine, elle évoquera notre bataille parlementaire. Et je veux dire d'ailleurs sur ce côté de la technicité combien les députés d'opposition que nous sommes, c'est pas par autosatisfaction que je le dis, mais nous étions préparés pour cet examen parlementaire, préparé bien sûr sur la question politique des retraites, mais aussi sur le texte très techniquement pour pouvoir batailler. Et je crois que ça restera un grand moment quand même pour nous dans ce premier mandat de député que de voir la tête ébahie des députés En Marche, alors que nous essayons à ce moment de comprendre, par exemple, ce qu'était le revenu moyen, qui permettait de calculer pour une part le futur point dans le système à points. Et ça me fait dire à quel point il ne faut pas négliger que ces néolibéraux prêts à tout et pensant qu'ils ont et s'accaparent tous les pouvoirs, combien ils s'entourent aussi d'incompétents. Je fais le lien avec la réforme de l'assurance chômage, faite aussi par de très hauts fonctionnaires, des gens qui ont fait de hautes études, mais qui sont des incompétents et qui continuent de déverser leur incompétence parce qu'ils s'accaparent et sont en capacité de s'accaparer tous les pouvoirs. Mais en tout cas, on avait pu constater dans cette bataille parlementaire combien, y compris sur le plan politique et sur le plan technique, il y avait de l'incompétence dans la préparation du texte. C'était un premier aparté, mais je voulais commencer d'abord peut-être par dire combien il me semble important dans la bataille que nous menons pour la retraite à 60 ans de ne pas tomber dans un piège qui est celui fait par les capitalistes, par les néolibéraux, de coller une image active sur les travailleurs et travailleuses et passif sur les retraités. C'est d'abord une manière de dévaloriser ce temps choisi, ce moment de retraite, et aussi quand je dis ça, ne pas coller à cette image, évidemment pour moi, il n'est pas question de bannir le droit au repos ou le droit à l'oisiveté, qui est évidemment un droit extrêmement important et à tous les âges de la vie, et forcément pour celles et ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, je plébiscite ce droit à l'oisiveté. Mais ça ne serait, je crois, si on décorrélait ou si on collait à cette image actif-passif, c'est ne pas reconnaître que les nombreuses activités, les nombreuses productions menées sans une attache à la rentabilité, sans une recherche de rentabilité, quand c'est uniquement connecté à l'emploi, eh bien, ces activités, elles sont pourtant et quand même productrices de richesses, notamment sociales, notamment culturelles, parfois en lien d'ailleurs aussi avec l'écologie. Le capitalisme, il a tendance à normer, à enfermer la production de valeur dans l'emploi. Et la retraite, je pense que c'est important peut-être que l'on définisse entre nous, y compris ce qu'est ce temps. C'est un temps où l'on considère que la contribution d'une personne à la production de valeur ne lui demande plus de travailler sur le marché du travail, de ne plus être en emploi, mais de continuer à toucher un revenu pour se livrer aux activités qu'il souhaite ou qu'elle souhaite, aux activités de son choix. Et c'est un droit, et un droit que nous devons pouvoir exercer dans les meilleures conditions possibles. Et donc dans les meilleures conditions possibles, c'est également dans les meilleures conditions de santé, d'où l'enjeu de partir aussi à 60 ans, et de faire en sorte, c'est une autre aparté que je fais d'ailleurs, de continuer à batailler, pas simplement contre le démantèlement de l'inspection du travail, mais pour une inspection du travail largement renforcée, qui permet aussi que quand nous partons à 60 ans, pour les travailleurs et travailleuses qui sont dans des emplois exposés aux risques et aux accidents du travail, mais pas seulement, eh bien, ils puissent le faire dans des conditions les meilleures au moment de partir à la retraite. Donc voilà un temps
un temps de retraite, un droit à ce temps libéré et un temps choisi sur les activités que nous menons. Je pense que nous serons plusieurs à le dire, mais nous savons que même si nous revendiquons le droit au repos ou le droit à l'oisiveté, nous savons combien les retraités sont particulièrement actifs et en activité. On pense évidemment au bénévolat. Et c'est là que se fait justement la conjonction sur l'activité et ne pas coller cette image actif-passif. C'est que souvent les bénévoles exercent les mêmes activités que quelqu'un en emploi. Donc on voit bien combien la question de la production de richesse, elle peut aussi se faire dans un travail libéré de la question de l'emploi. Je pense aussi que évidemment, les retraités sont les grands concurrents ou compléments du service public de la petite enfance, évidemment, et ça, on y pense en tant que parents. Les retraités, c'est également, je pense, à l'avenir. Je n'ai pas pu écouter complètement la conférence menée juste avant sur la question des besoins par Clémentine Autain, mais notamment sur la question de la transition écologique, des besoins que nous avons à définir ensemble. Je pense évidemment que la place de celles et ceux qui auront ce temps libéré et ce temps d'activité choisi comptera énormément. Ça, c'était la première chose, ne pas tomber dans le piège qui consiste pour les capitalismes à enfermer la production de valeur dans l'emploi et uniquement dans la recherche de profit. La deuxième chose, pour ne pas être trop longue, avant rapidement de lister les propositions, il faut quand même dire à quel point c'est un enjeu, la modification du système de retraite actuel par les néolibéraux. D'ailleurs, vous avez certainement vu qu'aux universités du MEDEF, Ruth Bézieux a très clairement dit « il faudra que le prochain président de la République allonge la durée du temps de travail dès septembre 2022 ». Ce à quoi Bruno Le Maire a répondu « oui, il faut une réforme des retraites pour le pays et rapidement ». Donc il y a un enjeu, quel est-il pour les néolibéraux? Parce qu'on voit quand même qu'ils s'y attaquent depuis un certain nombre de temps et à plusieurs reprises et combien ils sont pressés de le faire. Évidemment, l'enjeu du gel de la part du PIB consacré aux retraites. Donc vous vous souvenez que dans le projet de loi, c'était 14%. 14%, pas plus, il ne faut pas que ça dépasse. Et celui d'un changement vers un système par points, l'enjeu du système par points, eh bien ça, les 14% de part de PIB et la question du système par points, c'est un même enjeu. Il s'agit de détruire la possibilité de remettre en cause la répartition entre capital et travail dans le partage de la valeur ajoutée. Il s'agit aussi de déconnecter par étapes les liens entre les salaires connus et les sommes perçues, et puis de décortiquer en partie le système de socialisation et de mutualisation. En fait, pour résumer peut-être, le système de points, c'est un système de dépossession des outils décisionnels. Vous savez que pendant longtemps, et depuis Ambroise Croizat, cette répartition, elle était un face-à-face entre les salariés et leurs représentants face au patronat, puis le gouvernement s'est ingéré dans cette décision. Et puis finalement, aujourd'hui, dans la réforme qu'ils veulent faire passer ou qu'ils souhaiteraient faire passer par la suite, eh bien, l'idée c'est que ce soit les gouvernements et les gouvernements néolibéraux eh bien, qui décident de cette répartition. Donc il y a un enjeu, y compris dans les propositions, à ce que eh bien, nous puissions récupérer du pouvoir sur ces décisions. Et le système par points, il rapproche eh bien, le système de retraite d'un système d'épargne individualisé. Avec les points disparaît eh bien, la notion de salaire de référence, de taux de remplacement et l'esprit de ce qu'était le système de retraite, c'est-à-dire d'une continuité de revenus, d'un lien continu entre salaire et retraite. Quand je dis ça, et pour conclure, on voit combien entre l'annonce faite et l'offensive du MEDEF sur la question des retraites et sur combien c'est un enjeu pour les gouvernements néolibéraux, c'est qu'on touche à quelque chose qui est évidemment au cœur des crises ou de la crise du capitalisme qui, confronté à la fois une période où les crises s'accumulent. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que le capitalisme est en crise, ce qui ne veut pas dire qu'il va mal et qu'on est en voie dès demain de le dépasser, mais de voir combien l'appétit
vorace aujourd'hui dans la recherche de profit ne permet plus ou ne permet pas à ce système de continuer la redistribution ou de jouer le jeu de la redistribution. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il récupère les pouvoirs qui ont été attribués dans ce qu'on pouvait appeler le capitalisme paternaliste. Il doit récupérer des pouvoirs aux travailleurs, et c'est bien le cœur de la réforme des retraites, ou en tout cas un des points fondamentaux, c'est récupérer des pouvoirs de décision aux travailleurs, aux travailleuses, ou par d'autres réformes aux citoyens. Et donc de mettre à mal, y compris le lien qui se faisait entre salaire et retraite, tout comme il le fait avec la réforme de l'assurance chômage, en essayant de bafouer ce qui a été la garantie, la continuité de salaire, la garantie d'un revenu entre salaire et chômage. Donc quand on s'attaque aux réformes qu'ils veulent mettre en place sur les retraites, et quand on propose de revenir à une retraite à 60 ans avec des retraites dignes, on voit bien qu'on est au cœur aussi de la bataille capitaliste. Je finis avec les propositions, puisque je crois que l'idée c'est aussi de permettre de voir ce que nous avons en commun, ce que nous avons à continuer à discuter. J'ai pu constater, je le dis tout de suite, que pendant la bataille qu'on a menée, il y avait beaucoup de communs sur la question des retraites, d'une retraite à 60 ans, d'une retraite aussi avec un minimum au SMIC, je crois que c'est important, d'un taux de remplacement à 75%, et évidemment avec un taux plus élevé chez les petits salaires. Il faut évidemment parler, je vais vite, mais du financement. J'évoquerai juste le besoin d'une surcotation patronale sur les emplois précaires. Et puis peut-être que, je ne sais pas si elle l'évoquera, et si ce n'est pas le cas, je le ferai dans un second temps, mais sur la retraite des femmes, puisque vous vous souvenez que c'était un des arguments donnés par le gouvernement pour expliquer qu'il fallait réformer, parce que les retraites des femmes sont beaucoup inférieures à celles des hommes. Et donc il disait, nous on va mettre un minimum, on va faire en sorte que les femmes puissent avoir une meilleure retraite. Bon, d'abord la somme proposée ne correspondait pas à une retraite qu'on appelle digne, mais ensuite évidemment qu'il faut une retraite digne pour les femmes, mais le meilleur moyen, d'ailleurs ça joue à la fois sur les salaires et à la fois sur le financement des retraites, c'est une égalité salariale, c'est de lutter contre les temps partiels subis, c'est de faire en sorte que ces premières de corvée, elles aient des salaires dignes, et en plus, avec cette égalité salariale, c'est des cotisations en plus, et donc un financement des retraites. Je m'en arrête là, et je laisse la parole à Benoît, c'est ça ? Merci de votre attention. Oula. Bon. Oui, effectivement, donc Benoît Test, secrétaire général de la FSU. Donc je vais essayer d'apporter le regard du syndicaliste, mais comme l'a dit Elsa à l'instant, il y a énormément de convergence de vues sur ces questions, et donc moi je partage tout ce qui a été dit. Je reviendrai peut-être pas en détail sur la réforme par points, puisque c'est plus tellement celle qui est d'actualité, et du coup si je veux essayer d'insister un petit peu sur l'actualité, je dis pas qu'elle est enterrée, voire même qu'elle va pas ressurgir très très vite, mais dans le discours actuel du gouvernement, là, tel qu'il est présenté, alors il y a un jeu d'ailleurs entre je fais la réforme, finalement je la fais pas, je la ferai peut-être si je suis réélu, mais quand même je veux donner des gages à mon aile droite et même sur mon profil réformateur. Et donc régulièrement, depuis 18 mois de crise sanitaire, on nous dit que la réforme est suspendue, mais régulièrement il y a une réunion qui est organisée ici, une rumeur qui part là, une réunion un peu plus fournie qui est organisée aussi pour voir les possibilités qu'il y aurait d'évolution du système de retraite. Et donc là, précisément la semaine prochaine, les partenaires sociaux sont reçus mercredi et jeudi. Pour ce qui concerne la FSU, on est reçu également le lendemain, mais on est reçu également par le Premier ministre. Et on nous a dit qu'il y avait sur la table le sujet retraite, parce que le président l'a annoncé le 12 juillet. Et il y a deux sujets essentiellement, il y en a trois. Il y a la suppression des régimes spéciaux. Le deuxième sujet, c'est 1 000 € de pension, aller vers les 1 000 € de pension qu'on avait promis et qu'il faudrait faire, etc. Et une mesure d'âge, sans dire laquelle, mais évidemment dans la perspective d'un recul de l'âge. Et c'est intéressant de s'arrêter sur... d'abord, je ne sais absolument pas ce que ça donnera. Est-ce que c'est fait pour occuper la galerie ?
pour, voilà, comme je disais, montrer qu'on est réformateur quand même si on a suspendu la réforme. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera, mais le deal qui est sur la table là aujourd'hui, il est intéressant et c'est pas du tout un bon deal, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est en gros, on va revaloriser les petites pensions, et ça il faut regarder dans le détail ce que ça veut dire, parce qu'en réalité ce serait très probablement pas le cas. On va revaloriser un peu les petites pensions, et en échange, en gros, on va reculer l'âge de la retraite. C'est ça qui risque d'y avoir dans le débat posé par le gouvernement dans les tout prochains jours. Je dis ça parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on reprenne la bataille très très vite, hein. De toute façon, dans le cadre des élections, il faut aussi qu'on reprenne cette bataille sur le fond très rapidement de la question des retraites. Et donc ces deux éléments-là, à la fois les minima de pension et le recul d'âge, en échange, entre guillemets, ce sont deux éléments très révélateurs de l'idéologie et de la manière dont le sujet des retraites est abordé par les libéraux, effectivement. Et du coup, je voulais m'arrêter mais en quelques instants. Hein. D'abord sur les 1 000 euros. Il faut faire très attention à ce discours qui va nous percuter parce que on se dit spontanément augmenter les petites retraites, c'est effectivement une urgence, et d'ailleurs on le porte syndicalement, on demande qu'il y ait un minimum au SMIC, et donc s'ils font à 1 000 euros, ça peut être effectivement quelque chose qui est déjà un premier pas. Par rapport à des retraites qui aujourd'hui sont effectivement des retraites de misère, hein, comme le dit l'intitulé de l'atelier. Et je me souviens au moment de la réforme des retraites, puisqu'il y avait déjà ça sur le tapis, il y avait des reportages sur France 2, on allait voir des agriculteurs qui touchent 500, 600 euros de retraite par mois, et on leur disait est-ce que vous préféreriez pas toucher 1 000 euros? Ils disaient ah bah oui, etc. Donc des reportages extrêmement démagogiques, parce que évidemment ces agriculteurs-là, si la réforme était passée, n'auraient pas touché les 1 000 euros. Deuxièmement, les 1 000 euros, ils sont déjà en réalité prévus dans la loi de 2013. On devrait déjà avoir des minima à 1 000 euros, et 1 000 euros, ça ne veut en soi rien dire. On ne dit pas quand on va les appliquer, de sorte que 1 000 euros en 2025 ou en 2030, s'il y a même un peu d'inflation, ça ne veut plus rien dire et ça ne veut plus dire grand-chose. Et surtout, les 1 000 euros, c'est avec des carrières complètes qu'on rend de plus en plus impossible à acquérir. C'est-à-dire si les durées d'assurance sont 43, 44, 45 ans, si vous n'avez pas les 45 ans, vous n'avez même pas les 1 000 euros, même si, Donc, même si vous avez l'âge. Donc, de toute façon, en termes vraiment concrets, c'est un leurre. Mais ce qui est intéressant dans ce discours des 1 000 euros, c'est que c'est fondamentalement la volonté d'aller vers des filets de sécurité minimaux. Alors évidemment, il y a la volonté aussi d'aligner tout le monde vers le bas, c'est-à-dire 1 000 euros, comme ça devient un minimum. On donne le minimum à tout le monde. Et tout le reste, tout ce qui est au-dessus, eh ben, les gens se le constituent s'ils le veulent, s'ils le choisissent. C'est le libre choix. Et ils n'avaient qu'à épargner pendant leur vie active. S'ils veulent avoir plus que les 1 000 euros qui permettent effectivement de survivre une fois à la retraite, il y a un minimum de base. C'est le filet de sécurité minimal. Et tout le reste, tout ce qui est au-dessus, c'est à raser, c'est écrété. Et du coup, on amène tout le monde autour des 1 000 euros. Et fondamentalement, ce projet-là, qui est le projet libéral par excellence, hein, que ça s'est pratiqué au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. Cette idée de créer des filets de sécurité minimaux pour justifier qu'on ne donne pas le surplus à l'ensemble de la population, c'est quelque chose qu'il faut du coup combattre, qu'il faut bien comprendre, parce que sinon on le combat pas très bien, quoi. On a du mal à manier ces questions-là. Aujourd'hui, les retraités, il y en a effectivement un gros tiers qui est en dessous de 1 000 euros, mais il y en a un tiers, donc 5 millions de retraités qui gagnent entre 1 000 et 2 000 euros de pension, hein. Après, il faudrait voir d'autres revenus éventuels, et un dernier tiers qui est entre 2 000 et 3 000 euros. Et ben, c'est tous ces retraités-là, ce sont ces 10 millions qui sont un tout petit peu au-dessus, qu'on veut abaisser à un niveau minimum. Et pourquoi ? Parce qu'on pense que la retraite, c'est un moment où effectivement, n'étant plus en emploi, on vous doit de quoi survivre, mais on ne vous doit pas de quoi vivre. Et ça fait le lien exactement avec ce que disait Elsa. Pourquoi est-ce qu'on a syndicalement défendu mordicus cette idée de lien entre le salaire et la retraite ? C'est parce que nous pensons, et c'est d'ailleurs contenu dans la notion de salaire continué, nous pensons qu'à la retraite, on doit rémunérer
les gens à hauteur de ce qu'ils avaient réussi à acquérir comme niveau de qualification durant leur vie active. On donne un revenu de remplacement, c'est pour ça qu'on remplace sur les 6 derniers mois ou sur les meilleures années dans le privé. C'est l'idée vraiment de remplacer sur un niveau atteint, vous avez atteint un niveau et vous avez acquis des droits, et donc on vous remplace ce revenu-là, et du coup il y a effectivement une retraite qui correspond à un niveau de salaire que vous aviez. Et ça c'est important, ce lien travail-retraite, et la retraite vue comme un droit, parce qu'effectivement ça veut dire que nous pensons qu'elle doit être en relation avec, elle doit être un pourcentage d'un meilleur salaire, et c'est pour ça fondamentalement qu'on porte cette revendication-là, et c'est toute une conception de la place des retraités. Le retraité, c'est pas quelqu'un à qui on donne vaguement de quoi survivre, parce que bon, il est là mais on peut pas faire autrement. C'est quelqu'un à qui on donne les moyens de vivre et qui continue à être cette personne qu'elle a été durant sa vie active. Deuxième chose, parce que je pense que je suis un peu long, c'est sur les 60 ans. Donc je disais, il va y avoir une mesure d'âge. Le mouvement social a toujours porté cette idée des 60 ans. C'est très ancien comme revendication. Pourquoi ? Parce que c'est l'âge à partir duquel ça permet de profiter de sa retraite, tout simplement. C'est parfaitement finançable, je ne détaille pas parce que je n'aurai pas le temps, mais nous pensons que c'est parfaitement finançable, que ça s'inscrit en plus dans une perspective de réduction du temps de travail sur l'ensemble de la vie. Il n'y a pas que la réduction du temps de travail hebdomadaire qui est nécessaire. Et donc, travailler toujours plus longtemps, y compris au cours de sa vie, n'est pas une mesure de progrès. Ça fait écho à... Et les 60 ans, le fait qu'on puisse... Alors aujourd'hui, 62 ans, on a reculé là-dessus, mais il est très important pour un système de retraite qu'on puisse compter sur une retraite sur laquelle on pense qu'on va pouvoir profiter un peu de son temps en bonne santé. Sinon, on est dans une défiance vis-à-vis du système. C'est-à-dire que plus vous dégradez le système de retraite, moins les gens se disent qu'ils auront une retraite, et moins du coup ils consentent à la cotisation, moins ils consentent à être dans ce système solidaire. Plus ils pointent du doigt les retraités qui sont des nantis parce qu'eux ils n'auront pas de retraite quand ils y seront. Et donc ça crée ce climat de défiance généralisée. Et c'était exactement ce qui se passait au moment des débats sur la première loi retraite, la première grande loi retraite en France. C'est avant la Première Guerre mondiale, 1910, et la CGT qui dit, et à juste titre à l'époque, elle dit vous nous proposez la retraite pour les morts. Et les cotisations, on s'y oppose. La cotisation, c'est du vol. Vous êtes en train de nous voler notre argent. On veut l'avoir maintenant parce que vous nous dites qu'on va l'avoir après, mais c'est pas vrai. Et pourquoi je dis qu'ils ont raison sur le moment, même s'ils ont tort politiquement sans doute de pas mettre le pied dans la porte et de pas étendre ce système de retraite, c'est parce que la retraite, à l'époque, elle est prévue à 65 ans. Et que l'espérance de vie des ouvriers dépasse pas 50 ans. Et donc ils disent, mais nous, votre retraite, vous nous parlez de quelque chose dont on ne profitera jamais. Et si on en arrive là, à avoir en tête une retraite dont on ne profitera jamais, dont on sait qu'elle va tout le temps reculer, qu'elle sera beaucoup plus faible, eh bien on ne participe pas de cette confiance dans le système. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut défendre la retraite à 60 ans. Par ailleurs, entre 60 et 62 ans, il y a plus de la moitié des salariés qui ne sont plus en emploi, soit qui sont en arrêt maladie, en pré-retraite, ceci, en chômage, cela. 50% des salariés ne sont pas en emploi au moment où ils liquident leur retraite. Ça leur fait perdre des droits, donc c'est pas bon pour eux non plus, puisqu'ils sont au chômage, les dernières années ils cotisent plus, etc., etc. Et donc c'est illusoire de se dire qu'on va encore repousser l'âge. On va simplement reporter les problèmes sur l'assurance chômage, sur l'assurance maladie. On va user tout le monde au boulot, et in fine on aura finalement à peu près les mêmes résultats en termes d'efficacité même du système, puisque de toute façon, il y a un moment où on ne peut pas pousser plus loin l'âge de départ. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il faut avoir, je pense, une vision un peu réaliste des choses. De toute façon, le recul de l'âge, c'est très largement fait pour baisser les pensions aussi. C'est-à-dire que c'est fait pour que personne ne l'atteigne jamais et qu'au final, on soit contraint de partir plus tôt, mais avec des pensions beaucoup plus faibles. Donc voilà un sujet qui va revenir. On reviendra sans doute sur les mobilisations après. J'ai été trop long là-dessus. Et c'est sans doute l'intérêt d'avoir un échange entre nous après sur les mobilisations et un petit retour sur le mouvement qu'on a connu à l'hiver 2019-2020. Merci.
Merci beaucoup. Alors, du coup, je vais essayer de ne rien répéter. Donc, ce qui est, on l'a vu à beaucoup d'ateliers depuis le début de ces amphis, toujours un peu un défi d'intervenir en 3e ou en 4e. Parce on voit très bien tout ce qu'on aurait dû et pu dire, et donc évidemment on se sent un petit peu déçu de ne pas y avoir pensé avant. Alors la question des régimes de retraite et peut-être de notre acharnement politique à en défendre le principe et les montants, je voudrais essayer de le présenter sous un autre angle, à savoir la question des droits civiques. Alors, je ne vais pas rebondir sur ce que tu disais à l'instant. Je pense que la question du consentement aux institutions, etc., est un enjeu fondamental. Mais il faut bien se rappeler, pour rebondir aussi sur l'exemple que tu donnais, en 1910, lorsque sont créées les retraites ouvrières et paysannes, il y a un grand débat dans le socialisme en France, que tu évoques, le CGT d'un côté, non à la retraite pour les morts. En plus, ils soupçonnaient que l'argent allait servir à faire la guerre, ce qui n'était pas tout à fait erroné avec les arrêts de la Cour de cassation en 1912. Mais bon, ils craignaient ça. Et de l'autre côté, une partie du socialisme français, avec Jean Jaurès, qui les défend. Qui les défend pourquoi ? Pas uniquement en se disant on met le pied dans la porte, mais aussi pour une autre raison qu'une raison économique, une raison de survie. Pour une raison de droit politique. En effet, pour ces socialistes, la retraite, c'est le moment où vous quittez l'assujettissement patronal pour vous présenter à une élection. Et ça, c'est une dimension qui est fondamentale dans l'histoire de l'invention et de la conquête en France des régimes de retraite, et qui est d'ailleurs fondamentale pour l'idée qu'on peut s'en faire de réduire l'âge de la retraite, c'est de bien voir la retraite comme un moment de l'existence où on peut participer politiquement de manière la plus pleine et entière sans risquer de sanctions, de contreparties ou de licenciements tout simplement. Je prends l'exemple de Jean Jaurès. Jean Jaurès arrive au socialisme par ce biais-là. C'est toute l'anecdote, l'histoire, en 1892, l'ouvrier Calvignac est élu maire à Carmaux, le baron René Rey le licencie, donc un homme fort sympathique, donc la famille Rey organise le licenciement de l'ouvrier qui est élu, grande grève à Carmaux en défense de cet ouvrier élu maire, et un des motifs pour lesquels Jaurès se rallie à la retraite est de dire il faut que dans chaque commune il y ait des hommes comme Calvignac qui puissent se présenter aux élections sans risquer ce que cet homme a pu risquer, et qu'ainsi celles et ceux des mineurs et des mineuses dans cette profession qui auraient survécu puissent se présenter aux élections et défendre les intérêts de leurs camarades qui n'ont pas atteint cet âge-là. Donc il y a bien un enjeu qui n'est pas que économique initialement dans l'invention des régimes de retraite et des prestations, mais un enjeu de droit civique. En outre, il y a une question bien plus vaste encore que les mandats politiques ou partisans que tu évoquais, Elsa, juste avant, à savoir la question du monde associatif. On sait que lorsqu'on repousse d'un semestre l'âge de départ en retraite ou l'âge de cotisation pour avoir une retraite à taux plein plutôt, eh bien on liquide dans ce pays des centaines d'associations. À peu près 1 sur 2 en France, alors il y a des variations selon les études, mais environ la moitié des associations de France reposent sur des personnes qui sont en retraite. Et donc, à chaque fois que vous avez une réforme des retraites, vous avez aussi, voire même parfois surtout dans la motivation de certains élus à droite, un plan organisé de liquidation du monde associatif qui anime ce pays. Et tout cela, on a pu le voir, on a pu le dire, est caché sous le manteau de l'économie à l'aide de plusieurs sophismes absurdes. Je vais revenir très vite sur certains. Effectivement, on ne va pas peut-être rentrer tout de suite sur la question des logiques financières et comptables, même si je serais ravi de pouvoir avoir le débat avec vous ensuite. Mais ces questions de droit civique et politique, elles sont cachées derrière des arguments qui sont des arguments fallacieux, et c'est important de revenir dessus, puisque peut-être par accident un jour vous tomberez sur BFM TV, et donc mieux vaut avoir déjà en tête ce qu'ils vont dire et surtout l'explication de texte de ce qu'ils disent, plutôt que de les subir à ce moment-là. Vous l'avez entendu sans doute à de nombreuses reprises, l'argumentaire essentiel qui motive les reports de l'âge de départ à la retraite est un argumentaire en ratio, la pensée en ratio. Il faudrait calculer le nombre de gens qui travaillent par rapport au nombre de gens qui ne travaillent pas, et ce ratio serait une indication de l'état de la société. Or, évidemment, rien n'est plus faux. Alors je dis évidemment, c'est pas si évident que ça, bien sûr, puisqu'il n'y a pas des gens de mauvaise foi qui prétendent ça, il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas que des gens de mauvaise foi. Mais on peut prendre un exemple un petit peu parallèle qui permet d'incarner cette question. En 1921, je remonte aussi un peu, mais je pense que l'exemple historique permet de bien le comprendre, il y a eu une espèce de panique au moment où on est passé en France à un agriculteur pour un habitant des villes.
Une espèce de panique à l'époque en se disant vite, il faut envoyer tout le monde à la campagne, on va mourir de faim. Regardez, il n'y a plus qu'un agriculteur pour un non-agriculteur. Comment voulez-vous que ça tienne ? On ne va jamais produire assez. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'agriculteurs. Bon, aujourd'hui, il y en a un pour 70 personnes non-agricultrices. Donc il y a 70 fois moins de producteurs d'alimentation, pour prendre cet exemple-là, par rapport à des gens qui consomment. Pourquoi ? Eh bien parce que la clé du débat n'est pas le nombre des uns par rapport au nombre des autres, mais ce que produisent les uns par rapport à ce dont ont besoin les autres. Et la clé des réformes de retraite et de la pérennité des systèmes de répartition, c'est la productivité. Évidemment qu'on a pu diviser, alors c'est pas forcément une bonne chose toujours, mais on a pu survivre en divisant par 60 le nombre d'agriculteurs et en mangeant plus qu'avant. Et bien, de la même manière, vu qu'on produit toujours plus de richesses par habitant, on est à 57 € par heure en France, après produite, eh bien on peut continuer à réduire le nombre de personnes qui partent à la retraite par rapport au nombre de personnes qui travaillent, puisqu'un salarié en 2021 produit 2,5 fois plus qu'un salarié en 80. Donc en l'espace de 40 ans, vous avez besoin de 2 fois moins de gens pour produire la même somme pour financer des régimes de retraite qu'avant. Donc l'enjeu du progrès social n'est pas d'essayer de maintenir un ratio entre l'un et l'autre, il est d'accompagner la productivité des travailleurs. Permettre à toutes et tous de travailler mieux, d'être plus efficaces dans leur travail, d'avoir une organisation du travail plus rationnelle, des outils techniques qui fonctionnent mieux. Bref, le progrès il passe par là et pas par une pensée malthusienne qui fonctionne par des ratios. D'autant plus que cette pensée, elle est assez fausse. Aujourd'hui, vous avez souvent ce ratio qui est fait, que j'évoquais à l'instant, qui est ce qu'on a. Alors, dans les termes employés, on appelle ça le ratio de dépendance démographique. À savoir combien de plus de 65 ans, c'est souvent le chiffre qu'on prend, par rapport aux moins de 65 ans qui travaillent. Et on vous dit, voilà, regardez, c'est terrible, il y aurait aujourd'hui presque un retraité par travailleur, c'est abominable, on va tous mourir. Bon. Ce qui est plus intéressant à regarder, c'est un autre chiffre que vous ne voyez quasiment jamais. Il y a l'OCDE qui le publie parfois. Ce qu'on appelle le ratio général de dépendance économique. Alors ça, vous n'entendez jamais parler. C'est la somme totale de gens en emploi par rapport aux gens qui ne sont pas en emploi. Parce que c'est ça la vraie question, c'est pas juste combien on paye pour les retraités, c'est combien on dépense pour l'ensemble des personnes qui n'ont pas d'emploi. Et ce ratio, il est quasiment stable depuis les années 70. En 1970, on avait 1,4 personnes à charge par salarié. C'est comme ça qu'ils disent, à charge. C'est-à-dire pour un salarié, il y avait 1,4 personnes qui n'avaient pas d'activité économique. Alors ça peut être des étudiants qui ont une bourse, ça pouvait être des hommes ou des femmes qui étaient au foyer, ça pouvait être des retraités, des gens malades, bref. Chaque salarié assurait la survie de 1,4 personnes dans le pays. Aujourd'hui, c'est 1,47. Aujourd'hui, pour un salarié en France, il y a 1,47 personnes qui n'ont pas d'activité économique. Et dont les besoins doivent être évidemment soutenus, il faut y subvenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne malade, une personne qui est étudiante, une personne qui est au foyer, n'a pas moins de besoins qu'une personne à la retraite. Et le rapport entre les uns et les autres n'a pas bougé depuis 50 ans. Donc cette crise financière qu'on met en scène, c'est parce qu'on gomme tout ce qu'on a gagné sur la période. On a des gens qui auraient été au chômage qui sont à la retraite, des gens qui auraient été malades qui sont à la retraite, des gens qui auraient été invalides qui sont à la retraite. Ces gens-là, évidemment, on ne les compte pas. Et donc, lorsque vous repoussez l'âge de départ en retraite, vous créez des invalides, vous créez des malades, vous créez des gens inactifs et vous créez des chômeurs et des chômeuses. Et donc, vous avez ainsi des enjeux de mise en scène du débat qui, à mon avis, doivent être importants à bien maîtriser et à bien contrôler. Pour conclure, je vais revenir sur un tout dernier point qui reboucle sur la question des droits civiques et politiques, parce que c'est un point sur lequel on a un peu insisté et qui est peut-être original parce que ça fait longtemps qu'on n'en parlait pas dans le programme de contre-réforme des retraites, mais je vais avancer que sur la question de la sécurité sociale et ce qu'on en fait. À savoir l'idée que le régime de retraite, pardon, je me suis coincé tout seul là, les régimes de retraite doivent-ils être abandonnés à des choix qui seraient des choix technocratiques? Alors c'était le projet macronien d'avoir automatiquement chaque année un ajustement des coûts, des prix, etc. Ou est-ce qu'ils doivent être l'objet de choix politiques permanents? Si on opte pour cette seconde solution, alors on va pas se cacher, je pense que cette seconde solution est une meilleure solution. Si on opte pour cette seconde solution, que faire? Et un des éléments qu'on avait proposé, c'était de rétablir les élections de la sécurité sociale au suffrage universel des assurés. Peut-être qu'on l'a oublié, mais entre 45 et 62, puis en 83, on élisait nos délégués aux caisses nationales d'assurance vieillesse. Alors aussi au CEPA, mais ailleurs. Mais en tout cas, à l'assurance vieillesse, on votait pour des listes syndicales. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'était tous les 2-3 ans,
1, on se posait des questions sur ce qui se passait, donc on s'informait. 2, on apprenait ses droits. Forcément, on allait voter. 3, en plus, on pouvait gagner un jour férié au travail, donc c'est toujours un peu motivant. Réduction de temps de travail, évidemment. Il y a un enjeu exclusivement de création d'emplois dans ce que je dis. Troisièmement, on évitait d'avoir des scrutins confus. C'est-à-dire, on ne peut pas vous dire, ah ben, vous avez voté pour Emmanuel Macron, eh bien, vous avez voté aussi pour cette réforme-là. À partir du moment où vous avez un vote spécifique sur les réformes de la sécurité sociale, vous ne pouvez pas prétendre que les gens ont voté en faveur ou contre un projet au nom d'un espèce de embrouillamini d'une centaine de mesures dans un programme politique. C'est le moment clé où vous pouviez donner votre opinion sur le programme qui est appliqué et la manière dont la sécurité sociale gère les prestations, les cotisations et les versements. Enfin, c'est une manière aussi de responsabiliser l'ensemble des parties prenantes de la sécurité sociale, qui sont obligées tous les 2-3 ans de rendre des comptes aux assurés. Et là, les logiques de certaines signatures d'accords pourraient avoir, on va dire, des destins différents. Si jamais il y avait une élection à la fin et qu'on devait rendre des comptes à l'ensemble des assurés sur ce qu'on avait fait pendant le mandat qu'on exerçait de la sécurité sociale. Et bien sûr, c'est toujours un petit plaisir de pouvoir voter à... on est 88% des assurés sont des salariés, d'avoir 88% de voix à une élection contre le MEDEF, c'est quelque chose bien sûr un petit peu jouissif, et je pense que nous serions toutes et tous assez contents de réaliser ce scrutin. Et 88% c'est un minimum, parce que je pense que les indépendants auraient également des comptes à demander au MEDEF. Mais c'est l'occasion de les battre par le bulletin de vote, avant de les battre éventuellement par la grève en entreprise, mais ça je vous laisse gérer avec vos comités locaux ou vos syndicats, là où vous travaillez. Infos. C'est le ministère du développement durable qui a organisé ça. Ouais, Macron nous a envoyé des bourrasques et du Mistral. Oui, pour prolonger, donc bonjour à toutes et tous. Moi, j'avais envie de revenir un peu sur la bataille qu'on a menée, et je me rendais compte d'ailleurs qu'en y revenant, on en oubliait un certain nombre de termes précis, mais ça a quand même été 7 semaines de débat. Pour ma part, j'ai passé 70 heures en commission spéciale. Non, mais c'est pas rien. Et honnêtement, on leur a mis la misère. Mais vraiment, on leur a mis la misère. C'est-à-dire qu'au démarrage, ils étaient assez sûrs d'eux, arrogants. Il y avait d'ailleurs une pré-commission qui avait auditionné tout un tas de partenaires ou d'organismes divers et variés, et ils se sentaient assez tranquilles. Et quand on est arrivé en commission, les choses se sont savamment aiguisées, notamment liées au fait qu'on a fait un travail d'obstruction assez extraordinaire, 42 000 amendements. Faut se rendre compte, les collaborateurs, ce sont les collaborateurs du groupe qui ont travaillé, et les collaborateurs de députés, mais 42 000 amendements, c'est considérable à faire. Et on s'est dit qu'on allait essayer de s'en sortir par ce travail d'obstruction, en espérant que la rue, la mobilisation, la gronde nous permettent de gagner du temps et à la fin de faire abandonner cette loi inique. Alors, il y avait deux lois. Il y avait une loi organique avec 5 articles et surtout la loi ordinaire avec 65 articles et 5 titres, partagés en 5 parties, si vous voulez. Et donc, ce qui était assez cocasse, c'est que dans la commission spéciale, il y avait un rapporteur du titre 1 qui s'appelait Monsieur Turquois. Sauf que ce Monsieur Turquois, il était rapporteur que du titre 1. Au sens où le titre 1, c'était les grands principes, donc des valeurs. C'était d'ailleurs vraiment assez extraordinaire, parce qu'on était déjà là dans Orwell. Les grands principes étaient contradictoires avec tout ce qu'il y avait dans le texte. Et donc nous, on avait fait tantôt des amendements très sérieux, tantôt des amendements totalement ironiques, en se moquant d'eux. Enfin, on avait toute la panoplie pour les emmerder du matin au soir, si vous me permettez l'expression. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et ce pauvre Monsieur Turquois est devenu complètement dingue, parce que lui, rapporteur du seul titre 1, n'avait pas de réponse à toutes les questions que nous lui posions, puisqu'on profitait du titre 1 pour en fait entrer dans toute la loi. Sauf que celui qui nous répondait était celui-là, et il n'avait souvent pas les réponses à ce qui concernait d'autres titres, ses collègues. Et c'est comme ça qu'on a eu des moments très truculents, parce que lui-même se prenait les pieds dans le plat, et que nous avons, ce que disait Elsa tout à l'heure, découvert, ça a été un grand moment, je me souviens, on était assez nombreux en députés insoumis, il y avait Jean-Luc qui était là aussi, ce fameux... parce qu'on essayait de comprendre comment ils allaient définir la valeur du point.
Et c'était quand même très obscur, on comprenait strictement rien. Et à un moment donné, on trouve dans un endroit, et il nous dit, et c'était écrit, et ils insistent, la valeur du point sera évaluée en fonction d'un indice qui était le revenu moyen par tête. Alors on cherche ce truc, et en fait ça n'existe pas. C'est-à-dire que le revenu moyen par tête est un indicateur que l'INSEE, par exemple, pour prendre un institut quand même public connu, n'utilise absolument pas. Et là, la panique, non mais c'était ils étaient complètement comme ça, on voyait les collaborateurs avec les cheveux qui leur poussaient sur la tête, et ils cherchaient désespérément, mais qu'est-ce que c'est que ce foutu revenu sur voilà, salaire médian, ça envoie, revenu machin, mais ça, ce truc-là, non. Donc ça a été à un moment donné où on leur a effectivement vraiment mis un coup, mais il y en a eu en fait un paquet parce qu'ils s'appuyaient également sur une étude d'impact de 1000 pages avec que des trucs faux à l'intérieur, mais même des trucs drôles. Et là, c'est Caroline notamment qui a fait son gros buzz parce que Caroline Fiat voit à un moment donné une infirmière qui était donc un des cas, puisque dans l'étude d'impact, il y avait des cas. Et donc là, on avait une infirmière qui gagnait 2500 € par mois. Alors Caroline a trouvé ça quand même formidable, et donc ça a été un gimmick, c'est-à-dire qu'elle leur a posé, je pense, 250 fois la question, j'exagère mais pas très loin, et à chaque fois elle revenait, elle disait mais quelle est cette infirmière qui gagne 2500 € par mois, parce que nous on voudrait bien, mais il n'y a pas d'infirmière qui gagne 2000. Enfin bref, donc bon, ça a été des scènes, vous imaginez, à la fois très drôles, à la fois très tendues, mais on leur a vraiment cassé la tête. Et pendant ce temps-là, il faut absolument bien avoir en tête que le Rassemblement national, les députés d'extrême droite, ont été totalement absents du débat parlementaire et notamment du travail en commission. Ils ont déposé, je crois, une 50aine d'amendements. Donc totalement absent, et ça, voilà. Pourtant, c'est quand même un sujet absolument majeur, on ne les a pas vus, et qu'il y a eu une connivence à gauche très très forte pour combattre la logique du gouvernement. Quand je dis à gauche, j'inclus là en l'occurrence le Parti socialiste, donc c'était évidemment avec les communistes, mais je vous parle de la bataille contre la Macronie. En revanche, à un moment donné, il y a un espèce de groupe qui s'était mis en place pour essayer de travailler à une contre-réforme, c'est-à-dire en positif de ce qu'on aurait pu faire à la place. Et c'est là où, à gauche, ça s'est explosé. Moi, j'ai participé à ces réunions, j'étais lucide, mais on va dire de bonne composition, autant qu'on peut. Et objectivement, c'était juste pas possible. C'est-à-dire qu'autant avec les communistes, la base d'accord pour dire en positif quelle réforme des retraites nous voulions, franchement, elle était quasi totale. Avec les socialistes, ça a été un vrai gouffre. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet, en réalité, de clivage aujourd'hui au sein de la gauche. Et donc, ça va être intéressant dans le débat des présidentielles de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que moi, je ne sais pas si c'est... maintenant qu'on sait que c'est Anne Hidalgo, je ne sais pas ce qu'Anne Hidalgo va raconter sur les retraites. Et j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'ils vont proposer sur les retraites. Parce que comme ils ne voulaient toucher à rien de ce qu'avaient fait les gouvernements précédents, Touraine, etc., c'était formidable. Du coup, on était à chaque fois devant un os. On n'arrivait pas à pousser le curseur. Donc, c'est quand même un sujet très intéressant. Quant à la Macronie, c'était à la fois des choses fausses, comme je disais sur l'étude d'impact, sur la valeur du point, mais aussi beaucoup de ritournelles. C'est-à-dire, alors c'est aussi des choses fausses, mais des espèces d'idées reçues. C'est le livre de Benoît, les idées reçues, mais c'est les choses qu'on entend sans arrêt. On vit plus longtemps, donc on doit travailler plus longtemps. C'est logique. Les caisses ne tiendront pas. On a aussi beaucoup ça. On a beaucoup entendu ça. Mais enfin, le système court à sa perte, donc ce qui est faux. Il faut quand même savoir que le système ne court pas à sa perte. En tout cas, on a plus de 10 ans devant nous. Et comme c'est très dépendant de la structure, pour le coup, des actifs, je reprends le terme pour leur terme en l'occurrence, mais comme c'est très lié à ça, en fait, on n'a pas la visibilité totale pour savoir. Par exemple, si dans 10 ans, on a un nouveau gouvernement et que le chômage est résorbé, on n'a plus de problème des caisses de retraite. Donc on était en train de changer tout un système, de le détériorer considérablement au nom d'un truc qui n'existe pas dans la réalité d'aujourd'hui et qui peut ne pas du tout exister si on mène des politiques justes et qui permettent de lutter contre le chômage de masse. Autre truc épouvantable, Elsa aussi l'a dit, c'est les femmes vont sortir gagnantes. Donc là, ça nous mettait de très très bonne humeur. C'est un argument vraiment... Moi, j'avoue que ça a été un de mes préférés. Alors, on leur a expliqué qu'il se passait un truc fou dans la société. C'était qu'il y avait plus de chômeuses que de chômeurs, plus de femmes précaires, etc. Et que l'écart des salaires entre les hommes et les femmes était tel que, au final du final, en termes de retraite, aujourd'hui, il y a 41% d'écart de revenus. C'est quand même considérable,
entre les femmes gagnent 41% de moins que les hommes quand ils sont à la retraite, donc c'est énormissime, et que leur système allait forcément faire baisser encore plus les retraites des femmes globalement, puisque c'était défavorable à ceux qui avaient des carrières hachées et à ceux qui étaient les plus précaires. Donc je ne voyais pas du tout comment les femmes allaient se sortir gagnantes de leur histoire. Donc ça aussi, c'était tout à fait délirant. Et la réalité, c'est que c'est une réforme, contre-réforme, qui aurait abouti au fait qu'on aurait travaillé plus longtemps pour des retraites plus basses. C'était quand même vraiment ça le point d'arrivée. Et je veux vraiment saluer Benoît là, tout à l'heure, je me suis dit c'est extraordinaire parce que tu as parlé de cette règle des 6 derniers mois, alors que, comme tout le monde le sait ici, c'est quand même le patron de la FSU. Donc normalement, tu aurais dû dire un mot sur ce qu'ils ont fait aux fonctionnaires. Je trouve que vous êtes formidable, mais moi je vais le dire. Parce que ça a été quand même le truc le plus fou, un des trucs les plus fous quand même. C'est-à-dire que quand vous êtes fonctionnaire, tu l'as dit, mais c'est pour les fonctionnaires. Les autres, c'est on prend l'ensemble de la carrière, vous savez, enfin vous connaissez le système. Mais pour les fonctionnaires, c'est les 6 derniers mois. Et comme l'évolution de la carrière fait qu'on est bien payé, mieux payé, bien payé, c'est très exagéré, surtout avec le gel des salaires, mieux payé à la fin de la carrière qu'au début de la carrière, si vous prenez toute la carrière et non plus les 6 derniers mois. Là, pour le coup, quand on prend les études de cas qu'on a faites nous-mêmes, mais c'est un effondrement des retraites des fonctionnaires, un effondrement. Pour prendre le cas précisément des enseignants, quand même, c'est énorme le nombre d'enseignants dans notre pays, c'était une paupérisation des enseignants retraités, mais d'un niveau que vous n'imaginez pas. C'est incroyable, absolument incroyable. Donc les fonctionnaires étaient... Ouais, là, il y a plein de profs ici. Non, mais je veux dire, alors, je vis avec un prof, donc j'étais sensible à ça, mais franchement, c'est complètement incroyable, ce truc. Mais rien à secouer des fonctionnaires, vraiment. Puis, on les aligne sur les autres, parce qu'en fait, ce sont des privilégiés, comme vous savez. Donc, comme ce sont des privilégiés, ils vont être au même régime que tout le monde. Et puis, voilà. Mais sauf qu'il y a une histoire du statut de fonctionnaire, de l'évolution de la carrière. Il y a un prix aussi, au fait, de gagner moins tout au long de sa vie. Il y a la sécurité de l'emploi et il y a un niveau de retraite satisfaisant. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles les gens signent, si j'ose dire. Et là, on leur dit d'un coup, non, terminé. Alors déjà qu'on n'arrive pas à recruter des profs en ce moment, je pense qu'avec ce genre de contre-réforme, ça va pas être mirifique. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était un immense cadeau aux assurances privées. Et ça, on l'a aussi beaucoup dénoncé parce que... au bout du bout, vous nous avez entendu le dire beaucoup, mais c'est toutes les complémentaires qui allaient pouvoir s'en mettre plein les fouilles. Donc on privatisait en fait une part considérable du système de retraite pour terminer avec un système à 2 vitesses, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens de cotiser, d'avoir du patrimoine, etc., et de se faire en fait une vie confortable, et puis les autres qui... voilà, bref. Tout ça pour dire que le débat a été très animé, il a parfois été très violent. Peut-être vous vous souvenez de cette scène à l'Assemblée, avec le vent, où nous avons été traités de petites connes. Oui. C'était un moment... C'était Meyer Habib, là, pour le coup, qui s'était lâché, et parce qu'on avait dansé avec les Rosies. On était quelques-unes à avoir dansé avec les Rosies, et donc ils étaient tellement énervés, mais ça disait quelque chose de l'ambiance générale, c'est-à-dire que les Rosies, ça leur a mis vraiment un coup, c'était quand même très, très, très populaire, très joyeux et très combatif, et que le réveil social sur la question des retraites était véritablement fort. Moralité des courses, au final, on a gagné, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. Parce qu'on a gagné parce qu'il y a eu la crise. Ils avaient fait le 49-3, ils essayaient de tout bien blinder, et là, la crise sanitaire est arrivée, ils ont tout arrêté, et on est rentré dans la phase discussion sur les mesures sanitaires. Et donc, ça a été enterré, et si ce n'est pas ressorti jusqu'ici, c'est évidemment parce qu'il y a la crise sanitaire, mais c'est aussi en raison de l'impopularité considérable de la loi, je pense, et de la difficulté devant laquelle le gouvernement se trouve. Il peut l'imposer, mais maintenant, à quelques mois de l'élection présidentielle et législative, je pense que cette loi ne reviendra pas. Je ne crois pas. Moi, mon avis, c'est que je pense que cette loi ne reviendra pas au Parlement. Ils n'oseront pas la faire. Et en revanche, ils vont essayer d'obtenir un blanc-seing, c'est-à-dire de le mettre avec leurs termes à la noix, c'est-à-dire avec tout ce qu'ils racontent, qui est totalement orwellien, sur le système à points, qui serait meilleur, l'égalité de tout le monde devant le blabla, enfin toute leur salade. Ils vont essayer, à mon avis, de la recycler dans le cadre du débat, du débat sur les présidentielles, pour, en cas de victoire,
j'espère pas, hein, évidemment, mais eux se dire, en cas de victoire, d'avoir l'autorité populaire légitime par le vote sur la présidentielle pour pouvoir le remettre sur la table. Voilà. Donc ce que je pense, c'est que nous avons vraiment besoin d'intégrer la question des retraites, et je pense que ça sera fait dans notre campagne présidentielle et législative, parce que l'affaire est toujours devant nous, et que à travers les retraites, c'est toute une logique de partage des richesses et de partage du temps de travail qui se joue, donc un projet de société. Et là, vraiment, on est au cœur du conflit que nous avons avec les néolibéraux qui gouvernent et qui, en plus, veulent le faire de façon autoritaire, comme on l'a vu avec le 49.3 et tellement d'autres, malheureusement, exemples qui ont été donnés. Donc, il faut qu'on s'approprie toutes et tous cette question. Elle nous concerne toutes et tous. Les jeunes, ils ont fait une croix un peu sur cette affaire-là. Ils se disent que de toute façon, la retraite, ils n'en auront pas et puis c'est loin. Mais en vérité, c'est au-delà de la question de la retraite. C'est vraiment un projet de société qu'on défend dans notre alternative sur les retraites. Ah oui, non, c'est pas Turpin, c'est Jacques Même. Ah. Il marche, oui. Et évidemment, on invite les camarades de femmes aussi à poser autant de questions que les hommes, parce que je crois que je ne vois que des mains masculines qui sont levées. Ah bah voilà, tiens, tu démarres et je te laisse passer le micro. Je vais commencer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les montants des fonds de réserve des retraites qu'on a? Alors les réserves Jospin, là, parce que j'ai du mal à trouver des chiffres précis. Il faudrait que tu viennes là, il faudrait que tu viennes devant. Faut que je vienne devant. Mais là, c'est Ça pas passe ça. mieux? Il y a Ramon Larsen. Ah oui, c'est pas garanti. Ouais, c'est celui-là. Sinon, vas-y. Ouais, parce que effectivement. On va prendre l'autre. Il faut regarder celui-là. Et je crois que les caisses complémentaires, ça marche là. Les caisses complémentaires aussi à des fonds de réserve. Ils veulent pas que les femmes parlent. Et la CADES. Parce que j'arrive pas à trouver des chiffres constants, je trouve toujours des chiffres qui varient un peu, donc j'arrive pas à les trouver. J'ai pas de source sûre, je vais dire. Bon, je veux bien que tu cherches et que tu... Alors, non mais je sais qu'on l'a mis dans le contre-projet. Le contre-projet FI des retraites, c'est écrit noir sur blanc, il y a un petit glossaire à la fin. Chiffre par chiffre, CADES, caisse de remboursement de la dette sociale, caisse d'amortissement et fonds des retraites. On a tout Ouais, ça dans le et projet. puis les réserves. Pardon, non, je disais juste, on l'a écrit noir sur blanc. Blanc sur rouge, pour être tout à fait exact, je crois, dans le contre-projet retraite. Et je vais essayer de rechercher ça sur mon téléphone avec peu de réseau et je ne garantis absolument rien. Au pire, j'inventerai, vous inquiétez pas. D'abord, merci pour l'exposé. Franchement, le travail qui est fait à la FI sur la retraite est super. Sauf un point, à mon avis, c'est que si j'ai bien compris dans le programme de la France Insoumise, il y a une notion de 40 ans de cotisation. 40 années à 60 ans. 40 années, d'abord, je trouve que ça ne respecte pas trop l'esprit d'Ambroise Croizat du départ. Et je trouve que c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de commencer une carrière tôt. Et donc, ça fera de la paupérisation au bout du compte pour une grande population. Donc voilà. Autrement, pour le reste, donc ma question c'est, malgré le fait qu'on a la capacité, si on arrive au pouvoir, de faire en sorte que toutes les cotisations sociales soient bien payées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui est une source de financement. On a le plein emploi comme projet, donc on va aussi augmenter les cotisations par là. Je pense que ça serait bien qu'on réfléchisse, à mon avis, dans le mouvement, sur le fait de ne pas avoir de durée de cotisation pour prétendre à la retraite. Une femme ? Oui. Oups. Bon. J'ai un peu l'impression que la course à la retraite, les réformes des retraites nous courent après depuis un certain nombre d'années, parce que la précédente, celle qui est en cours actuellement,
est pas du tout satisfaisante et on n'avait pas fini de contester celle-là, qu'on nous en prévoit une autre, donc on arrête du coup de faire des manifs, etc. contre le système actuel parce qu'il faut penser au suivant et ainsi de suite. Et j'ai l'impression qu'il fonctionne comme ça en fait pour nous faire avaler finalement celle de la fois précédente. Voilà. Il y a aussi, alors il y a un problème, moi j'ai pris ma retraite en 2019, j'ai eu de la chance, il n'y avait pas encore le Covid, donc j'ai pris à 67 ans parce que c'est aussi, on croit toujours que c'est à 62 ans, mais en fait c'est pas vrai, c'est à 67 ans. Il y a des trucs vraiment infernaux dans ce système, par exemple le coût des 25 ans, les 25 meilleures années. Il faut savoir que maintenant, la plupart des gens de mon âge, enfin ça commence, je suis un peu précurseur, mais on a des carrières professionnelles où on fait 36 000 boulots différents, avec différents statuts, etc. Indépendants, salariés, fonction publique, enfin tout ce qu'on veut. Et en fait, il faut avoir 25 ans dans chaque régime. Ce qui veut dire que si vous avez eu 4 régimes, pour avoir les 25 meilleures années, il faudrait avoir travaillé 100 ans. Bon, ça, c'est pas possible. Voilà, donc ça, c'est des petits trucs. Et il y a aussi, alors peut-être qu'en tant que parlementaire, vous avez accès à ça. Il y a un vrai problème, tout simplement, pour les gens d'accès à leur droit à la retraite. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué. Et là, moi, j'ai eu la chance que c'était avant le Covid, mais ça n'a pas dû s'arranger depuis, que moi qui ai travaillé dans l'informatique, qui ai fait des tas de machins, bon voilà, j'ai mis quand même 1 an avant d'avoir mes droits complets. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à accéder à leur retraite, qui n'arrivent jamais à accéder à une grande partie de leur retraite. Et parce que le système, il n'y a plus d'assistance sociale comme avant où qu'on allait voir, qui vous calculez vos trucs et tout ça, il faut se débrouiller. Et il y a une quantité considérable de gens qui n'ont pas accès à leurs droits. Et je me demandais si on ne pouvait pas faire en tant que parlementaire, si vous ne pourriez pas avoir accès à l'application de cette loi, comment ça fonctionne, et quels sont les points de blocage, etc. Oui. La retraite à 60 ans, c'est un projet de société, en effet. C'était déjà porté par nous et la France Insoumise en 2017. On avait déjà un argumentaire, c'était financé. On avait du répondant, et pourtant quand je tractais notre tract retraite à 60 ans à des gens qui bien évidemment je pense avaient envie d'une retraite à 60 ans, ils nous riaient au nez. Alors moi je pense que c'est un point extrêmement fort, Clémentine, mais je crois qu'il va falloir que Jean-Luc nous aide particulièrement. Je pense qu'il faut que ce soit un axe énorme, et après moi j'irai avec plaisir distribuer des tracts, mais je supporterai plus qu'on me rie au nez, quoi. Tu vois, parce que les gens n'y croient pas. Et, le 100% de sécurité sociale, je leur disais, les camarades, attendez, en Alsace-Lorraine, c'est quasiment déjà ça. Donc en Picardie, on n'est pas plus con qu'en Alsace-Lorraine. On devrait pouvoir le faire aussi. Mais là aussi, ils nous riaient au nez, quoi. Donc on a des arguments. Les camarades, ils ont fait des démonstrations que tout ça, c'est finançable. Mais pour pouvoir impacter les gens, je pense qu'il va falloir quand même qu'il y ait une mesure extrêmement forte. Une femme. Vous voulez répondre tout de suite ou... on aura le temps d'en faire 2, je pense qu'on répond maintenant. Ok, on fait 7 camarades et juste après. Tiens. Attends, voilà, on commence. Ouais, d'accord. Oui, alors je suis d'accord tout à fait pour l'exposé qu'a fait Clémentine sur la fonction publique. Alors on parlait des infirmières, la fonction publique hospitalière. Et par contre, vous avez peut-être effectivement laissé de côté, alors il ne faut pas que ça soit un tabou non plus, par rapport à la fonction publique d'État, de parler des primes. C'est-à-dire que nous, ça fait, moi j'étais à la CGT, ça fait 40 ans qu'on veut intégrer les primes au salaire.
Voilà, moi quand je suis partie, ils en étaient à 1/10. Donc c'est une bataille quand même qu'il faut mener, parce que si on parle des petites catégories et même des catégories B et A, de toute façon on laisse quand même 800 € presque de perte quand on arrive à la retraite. Voilà, donc je pense qu'il faut toujours se battre, parce qu'il y a certaines administrations qui ont gagné quand même le fait d'intégrer les primes au salaire. Je pense que c'est les impôts. Il y avait eu quand même quelques mois de lutte. Après, il y a une autre question qui pénalise aussi les femmes, notamment aussi dans la fonction publique et dans le privé, c'est le temps partiel. Alors bien sûr, ça aussi c'est un autre tabou. On dit toujours le temps partiel subi, mais il y a aussi le temps partiel qu'on a choisi parce que c'était une loi, une nouvelle loi, une possibilité aux femmes aussi de garder leurs enfants un jour par semaine. Plutôt que de dépenser de l'argent pour une nounou, pour quelqu'un, etc. Donc ça, c'était une chouette solution, mais qu'on paye aujourd'hui, parce qu'effectivement, on nous enlève, écoutez, 5 années de temps partiel, etc. Donc ça aussi, je pense que ça ne devrait plus être un sujet tabou, puisque que ça soit homme ou femme, on a aussi la possibilité aujourd'hui de pouvoir profiter d'éduquer nos enfants, plutôt que ça soit une institution ou quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je pense qu'en fait, il faudrait quand même soutenir aussi. Alors je sais que c'est difficile parce on parle de la retraite à 60 ans. Le camarade, il disait effectivement, ça devient presque tabou. Bon, moi je l'ai prise à 62 aussi. Mais c'est vrai, j'ai quitté la fonction publique. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup comme moi. Mais j'ai quand même travaillé après. Voilà. Parce que j'étais dégoûtée. Bon, donc c'est moi qui va avoir l'air d'être le mec de droite sur les 37,5. Non, alors, peut-être, juste avant de répondre là-dessus, voilà, non, mais juste avant de répondre là-dessus, le fonds de réserve, c'est 130 milliards d'euros. 130 milliards d'euros avec 2 dimensions, hein. Évidemment, le but n'est pas de tout claquer d'un coup. C'est beaucoup 130, mais on va pas tout claquer d'un coup. Mais il faut aussi bien penser à la gestion du fonds, parce que c'est un fonds qui investit dans Monsanto, qui investit dans pas mal de politiques extractivistes, anti-écolo, etc. Donc il y a un enjeu à la fois de pilotage des revenus du fonds et un enjeu de destination cible de ce qu'on veut abonder. Et évidemment, le vrai enjeu, c'est d'investir que là où ça crée de l'emploi. On va quand même pas financer les retraites au prix des licenciements, ce qui se fait quand même beaucoup aujourd'hui dans le fonds de retraite. Alors, la question des 40 ans et des 37,5. Non, alors ça, bon, c'est un arbitrage politique, hein. Pour la raison suivante, c'est que je pense, ça peut se discuter, mais que le projet qu'on a là permet à des gens de milieu populaire de partir plus tôt que les 37,5 et empêche les cadres de partir à 37,5. Voilà, alors c'est un débat politique à avoir, hein, mais pourquoi ? Parce que le projet qu'on a là, il y a quand même le RSA intégré dans les trimestres, il n'y a plus de décote, quand même en termes de montant, il y a la majoration égale pour tous les enfants, pour les ménages les plus populaires. Il y a les trimestres de pénibilité qui sont réintégrés. Il n'y a pas d'ASPA, enfin le minimum vieillesse sous le seuil de pauvreté. Et il y a le décompte des 10 meilleures années. Alors, ensuite, il y a un arbitrage, c'est clair. C'est-à-dire que nous, notre projet, c'est 2 points de PIB en plus dans les retraites. 2 points de PIB aujourd'hui, c'est 40 milliards d'euros. C'est le budget de la défense, hein. On parle quand même de rajouter un budget de la défense entier dans le financement des réformes de retraite. Bon, des régimes de retraite, c'est bien, moi je suis pour, hein. Ensuite, je pense que les 37,5, il faut encore rajouter 15 milliards d'euros. Ça peut se discuter, mais personnellement, je suis pas sûr que le jeu envahit la chandelle. Parce qu'une fois qu'on a donné tous nos trimestres de pénibilité, qu'on a validé le RSA, qu'on a validé aussi des années d'études, il me semble que les gens qui restent, qui partirent à 37,5, ne sont pas les gens prioritaires à partir à 37,5. Et que si eux, ils partent et que je préfère qu'on mette toutes les réserves disponibles pour que les gens qui ont eu des carrières pénibles qui partiront à 57-58 ans, ben, je veux que ceux-là, ils partent à 1006, 1007 au moins. Au minimum en cas de carrière non complète, etc. Donc voilà, il y a un arbitrage politique qui visait à être certain qu'il n'y ait plus aucun pauvre à la retraite. Et effectivement se dire, s'il y a des cadres qui bossent à 62 ans, 61, 62 ans, pour avoir le régime plein, etc., ça nous semblait pas si grave. Voilà. Alors, je voulais juste sur 2 points. Sur ce point-là, là, sur les 40 ans ou 37 ans et demi, c'est aussi une question qu'on se pose syndicalement. Nous aussi, on réfléchit en ces termes-là de prise en compte de davantage de droits, alors notamment la prise en compte des années d'études
qui semble quelque chose de socialement extrêmement utile et qu'il faudrait, alors il faudrait réfléchir comment on fait exactement, quelles années d'études, etc., etc. Mais je pense qu'effectivement ça doit faire partie des réflexions et à intégrer globalement dans quelle durée on revendique et quel lien au travail on revendique. Et deuxième chose que je voulais dire, alors moi j'étais intervenu initialement en disant que j'interviendrais pas sur le système à points. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas parlé dans mon intervention fonction publique. Et juste par rapport du coup, au débat sur on court après les réformes et finalement, effectivement, on régresse globalement sur cette question. Il faut se le dire aussi, évidemment. Mais malgré tout, on a toujours réussi, et particulièrement à l'hiver 2019-2020, à faire de cette question une question de société et à ne pas se laisser justement diviser. Contrairement à ce qu'était vraiment la tactique, mais là ouvertement assumée du gouvernement. C'était vraiment le gouvernement qui pointait du doigt ses privilégiés de fonctionnaires, ses privilégiés de régimes spéciaux. Et ça, alors ça, c'est imparfait hein, ce mouvement. Ça n'a pas été partagé par une immense majorité de Français, mais quand même progressivement dans les sondages, on voyait que la popularité du régime du mouvement retraite grandissait. On voyait que l'opinion se solidarisait avec plutôt les grévistes. On n'a pas réussi à étendre la grève suffisamment comme il aurait fallu. Sans doute, il y a plein de reproches et d'enseignements à tirer de ce mouvement. Mais malgré tout, ce qu'on a réussi à faire, c'est en faire une question d'intérêt général. Et effectivement, en disant bien, les fonctionnaires, il y a une manière particulière de calculer la retraite, etc., etc. Mais c'est lié aussi à l'intérêt général d'une certaine manière, puisque c'est la construction des carrières qui sont elles-mêmes la garantie de l'indépendance des fonctionnaires. Le fonctionnaire, il ne négocie pas de gré à gré son salaire, et donc il a en échange, entre guillemets, il a la garantie d'une progression de carrière. Et justement, ça renvoie à la question des primes, effectivement, qui malheureusement se développe dans la fonction publique, parce que ça contrecarre complètement cette construction-là, parce que la prime, ça, pour le coup, c'est du gré à gré, c'est en fonction d'une mission supplémentaire que vous faites, c'est si vous revenez pas bien à votre chef, et la prime, elle est minorée, etc., etc. Et donc, oui, il faut un mouvement d'intégration des primes dans les traitements, mais égalitaire, quoi, c'est-à-dire les primes versées à tout le monde et que progressivement on diminue la part des primes dans les traitements. C'est aussi vers ça qu'il faut essayer d'aller, mais je partageais complètement l'intervention de la camarade. Ah, c'est bon. Ah oui. Okay. Très bien. Vas-y. Non, simplement parce que le camarade qui disait lors des distributions, quand on parle de retraite à 60 ans, eh bien, il y a des gens qui disent « j'y crois pas », etc. Bon. On sera d'accord entre militants pour se dire que ça nous arrive quand même sur beaucoup de sujets et créer l'espoir, c'est un peu ce qu'on essaye de faire au quotidien, que c'est pas facile, etc. Mais voilà. Mais quand même, il faut se rendre compte, faut se rappeler en tout cas sur la bataille et sur le mouvement social des retraites, à quel point il a quelque chose toujours à la fois évidemment de très savoureux, mais toujours d'exceptionnel aussi. Et dans des conditions d'un mouvement social, on peut peut-être se le dire tranquillement ici, qui n'est pas, sur ces 5 dernières années, mobilisé de chez mobilisé, massif, etc. Enfin, et toujours uni non plus. Là, on a un mouvement qui dure sur plusieurs semaines, avec des syndicats particulièrement mobilisés et unis. Une bataille parlementaire sur laquelle, au moins sur l'opposition, il y avait une vraie entente et une cohésion et même une complémentarité décidée pour le faire. Il y a des grèves comme on en voit assez rarement, et il faut se le dire, sur ces nombreuses semaines, même si on a plein de gens autour de nous qui continuent à nous dire « punaise, les grèves des retraites, plus jamais, on veut plus revivre ça ». D'ailleurs, pour certains, c'est une bonne raison pour ne pas voir revenir la réforme. Ils disent on veut plus des grèves parce qu'on sait que les gens vont se mobiliser et que ça va être encore horrible pour les enfants à l'école, pour les transports, etc. Mais au milieu de tout ça, il y avait toujours un soutien majoritaire des Français et des Françaises. Et donc, il faut quand même noter ça, c'est-à-dire que tu as raison, la question de l'alternative, c'est-à-dire d'un projet alternatif et de le crédibiliser est extrêmement compliquée, mais je dirais que c'est un peu notre défi commun au quotidien, mais de noter quand même que sur cette bataille, sur ce sujet, je pense qu'il y a une identification forte de ce pourquoi les gens y sont attachés, pas simplement individuellement mais collectivement, et comment il s'inscrit dans un projet de société et comment c'est un sujet politique et social.
Alors, qui Vas-y, camarade. Tiens, je te laisse te lever parce que sinon... Ouais, le fil est pas assez long. Oui, je voulais un peu revenir sur tes propos sur la gestion de la Sécu qui doit être fait comme un tout, comme on l'a déjà dit, c'est-à-dire pas séparé par branche. Et tu proposais de revenir aux élections des représentants. Pour moi, c'est pas suffisant parce qu'en fait, il faudrait arriver à une désétatisation de la sécurité sociale. En ce moment, par les lois de finances, comme la loi de financement de la sécurité sociale, le gouvernement fait quasiment ce qu'il veut, puisqu'il peut changer tous les paramètres des retraites, il peut tout changer. Et il ne faut pas oublier qu'au début, les voix des salariés étaient majoritaires. Et il n'y a pas de raison qu'on n'en revienne pas là. Voilà. Après, avec sur toutes les mauvaises retraites et ce qu'on a fait, j'ai un gros problème avec toutes les propositions qui sont faites. Pour moi, l'essentiel de l'inégalité à la retraite, c'est le temps qu'on y passe. C'est-à-dire qu'en général, les pauvres, les ouvriers, ils y passent quelques années et les cadres, ils y passent 20 ans. Quand vous regardez comment sont faites les cotisations, c'est-à-dire en pourcentage de ce qu'on gagne, et on reste le même temps, c'est-à-dire quand vous faites le ratio entre ce que vous avez payé et ce que vous allez toucher pendant la totalité de votre retraite, il y a quelque part une... C'est plus du ruissellement, c'est en gros la masse des plus pauvres paye la retraite des cadres. Et bon, voilà. Je vous soumets le problème. Alors, une question de femme? Oui. Approche-toi un petit peu. Bonjour à tous, je travaille dans un hôpital, donc je reviendrai un peu sur les 37 ans et demi de cotisation, parce que je trouve que partir à 60 ans, c'est intéressant. Moi, je travaille depuis que j'ai 18 ans, j'ai bientôt 60 ans, je vais partir, j'en ai ras-le-bol. J'ai pas eu une carrière très difficile, mais je n'en peux plus de travailler, je suis fatiguée. Alors, je pense que les aides-soignants, les ASH qui sont dans les EHPAD, travailler jusqu'à 60 ans, c'est pas possible. Je pense qu'il y a beaucoup de professions, les maçons, tout ça. Et ben moi, je suis pour dire, au pire, 37 ans et demi de cotisation, mais pourquoi pas partir même à 55 ans? Parce que moi, je trouve qu'avant, les aides-soignants dans les hôpitaux, ils partaient à 58 ans, 57 ans et demi. Et je crois qu'il faut le noter. Je pense que si la France insoumise s'arrête là, à 60 ans et 40 ans de cotisation, je ne sais pas si ça va rendre beaucoup de gens heureux et d'accord avec ce programme, parce que je pense que la retraite, c'est un point vraiment essentiel. Je pense que si tous les patrons payaient leurs cotises, toutes les grosses boîtes payaient leurs cotises, il y aurait des sous à la Sécu. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de l'argent. C'est vrai qu'il ne faut pas tout pomper. Mais moi, je pense que quand des vieux s'en vont, ça laisse la place aux jeunes. Aujourd'hui, le taux de chômage, ça réduirait aussi beaucoup le taux de chômage. Je pense qu'il faut le regarder de vraiment très près. Voilà, merci. Et si je voulais juste rajouter quelque chose sur l'histoire des manifestations. Moi, je manifeste depuis longtemps et je trouve qu'on a un sacré problème dans ce pays. J'ai été gilet jaune parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants syndicaux ne sont pas capables de s'entendre pour aller ensemble à la bataille. Alors la CGT dit ouais, on est contre ça, FO dit oui, on est contre ça, FSU aussi. Enfin, moi, je les mets tous presque dans le même sac. Parce que les dirigeants syndicaux, ce n'est pas les militants syndicaux qui sont en cause. Mais si on perd aussi, c'est parce qu'il y a des journées de division. Moi, j'ai fait les grèves sur les retraites. J'ai perdu je ne sais pas combien de sous de salaire parce qu'on ne m'a pas payé mes jours de grève. Et je me dis que si nos représentants syndicaux arrivaient à se mettre d'accord, eh ben, peut-être qu'on gagnerait déjà. Et après, peut-être pour la France insoumise, ce serait plus facile. Voilà. Ouais, je voulais peut-être regrouper des questions avec la retraite à 60 ans et l'hypothèse d'un départ antérieur. Il faut savoir qu'ils avaient notamment dans leur projet aussi une casse de tous les comment on appelle ça, les régimes spéciaux.
Et le problème, c'est que, alors évidemment, on a beaucoup rigolé de certains cas qui étaient des cas, je ne sais plus en tête, du coup, la Banque de France, bon, ça peut se discuter, mais après, il y avait des vrais cas. Je veux dire, quand on est danseur et qu'on est rat de Paris, on ne peut pas partir à 60 ans à la retraite, ça n'existe pas. Et donc, c'est pourquoi peut-être que le mot d'ordre, départ à la retraite à 60 ans, qui est un peu générique, masque le fait qu'un des points forts, c'est aussi la pénibilité du métier. C'est la prise en considération de la pénibilité du métier, parce que quand on est cadre sup, intellectuel, dans des métiers intellectuels, je veux dire, on peut même partir à 70 ans, certains partent d'ailleurs et continuent en vérité. Voilà. Et puis il y a des métiers où, passé 50 ans, ça devient vraiment insupportable. Soit à cause de... Enfin, c'est des pénibilités qui peuvent être physiques, mais des pénibilités psychologiques, ou la répétition aussi, le caractère répétitif de certains emplois. Donc il faut absolument moduler ça de façon très forte avec la pénibilité. Et puis, on n'entend plus rien, mais de toute façon, on va peut-être pas trop continuer. Et je voulais dire aussi un mot pour compléter sur les mots d'ordre qu'on peut avoir et le caractère peu crédible. Mais la crédibilité, en fait, il faut faire attention, parce que la crédibilité, c'est souvent ce qui est audible du point de vue de la pensée dominante. Donc évidemment, si on part du point de vue de la pensée dominante, il n'y a pas grand-chose de ce qu'on défend qui paraît crédible. Ça n'est pas crédible. Voilà. Ce qui rend crédible une idée, c'est le nombre de gens qui la partagent. Dire, les congés payés en 1936, c'était pas crédible. C'est devenu crédible à partir du moment où il y a des millions de gens dans la rue qui disent si ça va être possible, ça va être comme ça. Donc c'est ça, bien sûr. La crédibilité est liée au nombre des gens qui l'apportent. Donc ce que ça raconte, c'est le rapport de force idéologique actuel. Et c'est ça qui est désespérant. Enfin, ce qui est désespérant, pas désespérant, mais qui est inquiétant, on va dire plus exactement, qui est assez inquiétant. Mais je crois que les biais qui sont souvent pris par la France insoumise, d'essayer aussi de trouver des slogans, des angles qui sont plus innovants pour raconter des choses qui parfois ne sont pas toutes neuves, parce qu'on ne réinvente pas à chaque fois la poudre, est une bonne manière de faire. Parce que si on a l'impression d'avoir trop entendu un slogan, peut-être qu'il tombe plus facilement. Vous voyez ce que je veux dire ? On l'a entendu, ça on sait, mais ça ne marche pas, ça ne va pas marcher. Alors que des fois, en reformulant, ce qui est un travail, je trouve, qui est particulièrement pris en charge côté FI. Enfin, je veux dire, c'est un effort, je ne dis pas qu'on y arrive toujours, mais je veux dire, c'est vraiment une préoccupation. C'est aussi ce qui nous permet d'être davantage... Tiens, on se dit, tiens, on n'a pas entendu ce mot-là, ou cette idée-là, ou ce slogan comme ça. C'est intéressant, alors que parfois, c'est une chose qu'on a déjà dite et redite. Même sur la 6ème République, on arrive maintenant presque au point où il va falloir trouver un autre mot. Je suis très fan de la 6ème République, forcément 6ème puisqu'on va en finir avec la 5ème, mais elle a quelque chose qui commence presque déjà à être galvaudé. C'est dire comme ça va parfois vite. Bon, du coup, je rebondis pas là-dessus. Enfin, je me reconnais tout à fait dans ce que tu as dit. Je pense que le vrai enjeu, c'est les trimestres de pénibilité. Voilà. Enfin bon, on peut venir à Pierre Bourdieu. L'âge n'est qu'un mot. Enfin, ce qui compte, c'est l'expérience qu'on fait d'année en année sur son âge. Et donc, à un même âge, évidemment, qu'on a des besoins qui sont variables. En revanche, sur la question de la Sécu, comme ça ouvre un débat qu'on pourra régler derrière le bar, par exemple, la buvette. C'est celle. Ça ouvre dans 5 minutes. C'est celle des branches, parce que non, mais je trouve que c'est un bon exemple, parce que ça incarne bien les espèces de petites subtilités des contre-réformes. Oui, bien sûr, une élection à Sécu, ça veut dire retour aux salariés majoritaires. Enfin, ça, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi, et merci de le rappeler, parce que ça, bien sûr. Mais ça veut dire aussi qu'il faut rediscuter des branches. Comment dire, pour faire un exemple, vous voyez, en gros, jusqu'en 67, vous avez une Sécu, une tirelire, il y a de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort. Cette tirelire, il y avait toujours de l'argent dedans. Bon, à partir de 67, ce qu'on appelle l'ordonnance Jeannet, bon, pas obligé de vous rappeler de Jeannet, de toute façon il n'est plus là. L'ordonnance Jeannet, c'est on fait des branches. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que là, vous avez une Sécu, vous avez des branches. Par exemple, là, j'ai 2 branches. Ça veut dire que l'argent qui rentre dans la Sécu, on le divise en 2. Et par exemple, à la fin de l'année, on peut avoir un excédent de 3 €, et il peut m'en manquer 4 ici. Pardon, il peut manquer 1 € ici, et avoir 4 € d'excédent là. On est en excédent global. Mais on va vous dire, regardez la maladie, il manque 1 €. Il faut couper la maladie. Pourtant, il y a de l'argent dans la Sécu. Mais on l'a adroitement divisé en 2 caisses. Il y en a une dans laquelle il manque 1 €. L'autre, il y en a 4 à la fin. Eh ben, on vous dit déficit. Voilà. C'est ça l'offensive technocratique de la sécurité sociale. C'est divisé dans des petits montants pour faire en sorte de créer des caisses qui sont artificiellement en déficit.
Et donc je pense que c'est un des gros enjeux du retour du contrôle de la Sécu, c'est de réfléchir non seulement à l'argent qui rentre dedans, mais aussi comment on en parle. Et là on rejoint évidemment ce que tu dis sur le côté crédible. C'est-à-dire que plus on fait une politique du salami des caisses, enfin salami, couper les caisses en salami, vous voyez, enfin salami vegan, enfin vraiment je dis ça pas pour relancer des débats, mais donc voilà, quand vous la tranchez, vous avez une mise en scène artificielle d'un déficit qui n'existe pas en dehors de ceux qui veulent accréditer l'idée du déficit. Le radis noir, bon exemple de saucissonnage.